Bonjour Sabrina. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de demain. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Je suis professeure des écoles depuis presque 20 ans. J'ai enseigné en ZEP de nombreuses années, en élémentaire et en maternelle depuis presque 10 ans également. J'ai évolué au niveau de mon enseignement au fil de mes expériences de classe et également après avoir vécu des expériences personnelles. En l'occurrence, j'ai eu 3 enfants. Si je vous dis éducation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors l'éducation pour moi, c'est la base d'une société. C'est ce qui permet à une société de s'élever et de rester libre. En France, on a cette chance d'avoir l'éducation nationale, ce qui nous permet d'élever tous les enfants de France avec la même instruction morale et ce qui nous permet également d'offrir à tous les outils intellectuels pour se débrouiller dans la vie et réfléchir à comment on peut rester un pays libre et avec des valeurs de fraternité. L'éducation également, c'est l'éducation que chaque enfant va recevoir au sein de sa famille. Et ça, c'est très important parce que chaque individu va pouvoir se construire avec ce que leurs parents vont pouvoir leur apporter. Et au sein d'une classe, ensuite, il y a un mélange qui se fait et tous les enfants vont pouvoir s'enrichir des différences des uns et des autres. Et ça, c'est extraordinaire. Merci. En 2016, Céline Alvarez fait paraître un livre intitulé « Les lois naturelles de l'enfant », dans lequel elle relate une expérimentation dans une école maternelle de Gennevilliers placée en zone d'éducation prioritaire. Elle décrit dans son livre la pédagogie utilisée qui rappelle celle de Montessori. Vous-même, vous appliquez au quotidien une méthode, disons, différente en matière de pédagogie. Pourriez-vous nous la décrire? Alors, oui, le livre de Céline Alvarez, je l'ai lu. Je me souviens du tollé que ça avait fait dans les réseaux sociaux et aux informations. Et professeur des écoles en maternelle depuis peu, je m'étais interrogée en me disant mais quel est son secret? Donc je l'ai lu attentivement. Céline Alvarez a utilisé la méthode Montessori et elle a pu mettre au centre des apprentissages les élèves. Je me suis dit que Céline Alvarez, elle avait aussi bien réussi dans sa classe, déjà parce qu'elle a construit un projet qui prend sens pour elle, elle considère ses élèves, et puis elle ne ménage pas en tout cas son énergie et ses efforts à mener la classe. La même méthode appliquée sans véritablement avoir réfléchi aux étapes des enseignements ne fonctionnerait pas. Et si un enseignant ne croit pas foncièrement au projet qu'il mène dans sa classe, ça ne marcherait pas non plus. Donc vous m'avez demandé si j'avais une méthode particulière dans ma classe. Alors bien entendu que en maternelle, en France, beaucoup d'enseignants se sont inspirés de ces ateliers dits Montessori pour créer des ateliers autonomes et permettre aux enfants d'avancer à leur rythme, de les respecter au fond. Donc bien entendu, j'avais ce genre d'atelier dans ma classe. Mais au fond, moi ce qui fait sens, et c'est ce qui me permet également d'être contente de mon travail au quotidien, c'est de proposer des activités en projet pour les enfants, donc qui ont sens pour eux, de ne jamais leur imposer un travail, toujours être à l'écoute de ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de le faire, essayer de poser du langage sur toutes les étapes qu'on est en train de mener, ce qu'on est en train d'apprendre, pour que ça prenne sens pour eux. Et puis j'ai une profonde considération, je crois, en mes élèves, ça c'est une clé quand même de la réussite,
un autre pan important de ce que je peux mener en classe, c'est d'impliquer les parents dans la réussite de mes élèves. J'ai en classe leurs enfants, ils ont envie que leurs enfants réussissent à l'école, et moi j'ai envie que mes élèves réussissent. Et en fait, pour pouvoir y arriver, il y a une coéducation qui est nécessaire, on doit impliquer les parents à l'école. Quand des parents arrivent à l'école, ils ne sont que parents d'enfants. Et nous avons à cœur d'éveiller chez eux leur nouveau rôle de parents d'élèves. Et ce rôle de parent d'élève n'est pas évident à comprendre. C'est à l'institution d'essayer d'offrir les clés pour que chaque parent devienne parent d'élève et s'en empare. Alors comment on peut faire? Déjà en les accueillant dès fin juin pour cette rentrée de septembre de petite section, et en leur expliquant le rôle qu'ils vont devoir tenir de parents d'élèves. Et puis tout au long de l'année, essayer de faire sens, essayer d'expliquer, déjà travailler la communication afin qu'elle soit la plus claire possible entre l'institution, les enseignants et les parents, et également tout au long de l'année, essayer de monter des projets en lien avec ce qui inspire les enfants sur le travail que l'on fait en classe. En tout cas, monter des projets qui vont avoir pour vocation d'aller expliquer aux parents ce que nous faisons à l'école. Quels sont les résultats que vous avez constatés en appliquant justement votre ou vos méthodes? Alors, quand je fais classe, j'ai à cœur d'être vigilante à l'atmosphère de classe. Ce qui me permet de mesurer qu'une classe est au travail, fonctionne, c'est l'atmosphère de classe. Si les élèves osent me demander des choses, osent me dire dans le projet, moi je préférerais plutôt faire comme ci ou faire comme ça, l'accueil de l'enseignant permet de libérer le langage, permet de libérer la communication, et ça c'est important. Également, ce qui me permet de mesurer que ça fonctionne et que tout le monde trouve sa place, c'est la communication avec les parents. Quand les parents osent entrer à l'école, poser des questions, dire qu'à certains moments ils sont perdus, qu'ils ont besoin d'être guidés, ça c'est également important. Pour cela, il faut être ouverte à la communication et leur démontrer qu'on est vraiment à leur écoute. Selon vous, quelles sont les valeurs fondamentales nécessaires justement pour enseigner? Faut croire en l'humanité, faut croire en l'humain, faut croire en nos élèves. Nos élèves, d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais nos élèves sont des enfants. Notre public est jeune, et donc nous avons un devoir d'exemplarité et un devoir de considération envers eux. Le pouvoir des enseignants, il est énorme. On peut un peu briser des petits êtres. Et donc, on a un profond devoir de considération. Il faut qu'on développe chez eux l'estime d'eux. Il faut qu'on développe chez eux l'envie d'apprendre et l'envie la joie de vivre. Donc, ça, c'est vraiment important que chaque enseignant fasse vivre ça au fond de lui. Et puis, le travail avec les collègues. On peut pas travailler seul dans sa classe. Le travail d'enseignant, c'est le travail collectif. Alors, le travail collectif au sein d'une équipe, mais également au sein d'une circonscription, au sein d'une ville, et même au sein de l'échelle nationale. On travaille tous dans un même objectif et on inscrit tous nos élèves sur la même voie. Je me souviens que quand je travaillais en REP, nous montions des projets à l'échelle de l'école élémentaire. Toutes les classes participaient à un même projet, celui de présenter un spectacle pour les parents en fin d'année. Ça motivait énormément les enfants et nous montions ce spectacle en travaillant toutes les matières. Donc on mettait en place justement les décors, on écrivait les chansons, l'histoire, on faisait de la musique et tous les collègues participaient et on mettait tous notre énergie
et nos compétences pour la réalisation de ce projet. Depuis quelques années, le nombre de réformes dans le système éducatif français s'est accentué. Alors, je vais citer, mais en 2013, la réforme des rythmes scolaires par le ministre Vincent Peillon. En 2016, la réforme du collège par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ou encore plus récemment en 2018, avec la réforme dite de l'école de la confiance, instituée par le ministre Jean-Michel Blanquer. Selon vous, à quoi ressemblera le système éducatif français dans 5 ans et dans 10 ans? On essaye de mettre un peu plus l'élève au centre de nos préoccupations et également de faire entrer toujours un peu plus les parents dans la coéducation du système scolaire français. En 2015, il y a eu les nouveaux programmes de l'école maternelle qui a donné le ton, je pense. En France, aujourd'hui, on prône et on met en œuvre une école bienveillante, une école à l'écoute des élèves, des enfants. Il est important, d'ailleurs on a vu que le sens de l'évaluation a changé. Nous n'évaluons plus pour sanctionner, mais nous évaluons pour essayer de coller au plus près nos enseignements au progrès des élèves. Et ça, c'est très riche. Et c'est très important. En maternelle, nous soulignons aujourd'hui toutes les réussites des enfants. Ce qui permet à l'enfant qui se construit, qui arrive en maternelle, de prendre confiance en lui, de se construire une identité d'élève dans un processus de réussite. Et ça, c'est extrêmement riche puisqu'il arrive ensuite en élémentaire en ayant un bagage d'enfant qui est capable de réussir. Alors, pour réussir, il faut faire des erreurs. Et ensuite, quand on traite ces erreurs, on comprend le processus, pourquoi nous nous sommes trompés. Et c'est ce qui permet d'avancer. Personne n'apprend et personne ne construit. C'est un apprentissage des compétences sans se tromper. On se trompe toujours et c'est en se relevant, en comprenant nos erreurs qu'on avance et qu'on construit un savoir. Donc ça, je pense que maintenant, à l'école maternelle et même à l'école élémentaire, on en a pris conscience et on le met en œuvre. Concernant la réforme du bac, extrêmement difficile à mettre en place, ce qui est pas mal, c'est que l'enfant, enfin le lycéen, fait ses choix, ses propres choix. Ce ne sont plus les parents qui décident, c'est l'enfant qui prend son destin en main, qui fait ses choix et qui décide de travailler dans telle ou telle option. J'aspire à ce que l'école soit encore plus ouverte à la coéducation, plus ouverte à la bienveillance des enfants. Pour cela, les classes dédoublées en CP et en CE1, il me semble même en grande section bientôt, est une bonne chose. Réduire les groupes, c'est respecter en profondeur les enfants, respecter également les enseignants. Alors maintenant, sur un plan plus personnel, que vous apporte le travail effectué au quotidien avec vos élèves? Donc cette année, enfin depuis 2 ou 3 ans, j'ai des petites sections. Et véritablement, ce que ça m'apporte, c'est de la satisfaction. De la satisfaction de voir que ils ont du plaisir à venir à l'école. La séparation parfois est encore un peu compliquée avec les parents le matin. Et pourtant, 5 ou 10 minutes après avoir donné du temps à tous les enfants qui arrivent à l'école, de voir qu'il y a des sourires jusqu'aux oreilles et de voir leur enthousiasme à découvrir et à faire des projets pour qu'ils puissent les ramener à la maison ou pour qu'ils puissent les accrocher dans le couloir, c'est toujours très plaisant. Ce que m'apporte également ce métier, c'est une grande émotion. Je me souviens d'avoir vécu une expérience extrêmement forte. J'écrivais une phrase au tableau et j'avais écrit « Touchez-vous le bout du nez ». Et puis j'ai vu dans les yeux d'un élève qui a fini par déchiffrer cette phrase au tableau, j'ai vu dans ses yeux la lumière de se dire « mais ça y est, j'ai compris ». Et alors il m'a regardé et hop, il a touché le bout du nez. Et là, je me suis dit que tous ces mois de travail au niveau de l'apprentissage de la lecture, eh bien ça y est, ça avait fait sens. Il comprenait ce qu'il venait de lire et ça avait été magique pour lui. Et vraiment, il y avait eu une connexion à ce moment-là. Et puis, je dois l'avouer, ça fait presque 20 ans que je fais ce travail. Beaucoup d'espoir. Je crois en l'humanité.
je crois en l'école de la République. J'ai la sensation que, en travaillant auprès des enfants, on œuvre pour toute la société. Chaque enseignant qui apporte des outils à chaque enfant va lui permettre de rester libre, de pouvoir s'exprimer, de faire entendre sa voix en argumentant, en existant. Et ça, je trouve ça fort. Et alors surtout, également, d'avoir un profond respect pour son prochain. Je trouve que ce qui est important, c'est d'entendre la voix de chacun et de respecter le point de vue des autres. Voilà. Donc, un profond espoir. Merci pour ce partage. Pourriez-vous nous citer un livre qui vous a marqué sur votre chemin, que vous aimeriez partager, et nous dire pourquoi? Oui, alors il y a un livre qui m'a marqué, c'est un livre de Yasmina Khadra. Alors Yasmina Khadra, c'est un homme en fait, c'est pas une femme, il a pris le nom de sa femme, parce qu'à l'époque, quand il écrivait, il était militaire en Algérie, et donc il n'avait pas le droit de signer de son nom. Le livre qui m'a marqué, qui m'a beaucoup ému, il m'a même bouleversée, c'est L'attentat. C'est l'histoire d'un homme qui est médecin en Israël, et le livre commence par l'explosion d'un kamikaze. Et donc ce médecin va donc soigner les victimes de cet attentat. Et puis quand il rentre chez lui, le soir en Palestine, il ne retrouve pas sa femme. Et en fait, il apprend que le kamikaze, c'était sa femme. Et qu'il ne l'avait pas vu venir. Et donc il va enquêter, il va essayer de comprendre pourquoi ce couple, qui avait plutôt bien réussi en Palestine, eh bien, pourquoi sa femme est devenue kamikaze. Et c'est vrai que le livre, quand il commence, on voit la souffrance de ces victimes d'attentats, donc on ne comprend pas trop. Et au fur et à mesure du livre, Yasmina Khadra nous éclaire un autre point de vue. Et il met en lumière une jeune génération qui manque d'éducation, qui vit dans un contexte qui ne leur plaît pas, un peu où ils sont oppressés. Et bien, au final, on comprend un peu mieux les deux parties. Et on comprend que rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc, qu'on compose avec la vie, et qu'au final, cette jeune génération, avec une autre éducation, aurait peut-être choisi une autre façon de vivre. Voilà. Et enfin, une dernière question pour clore cette interview. Auriez-vous un conseil, alors pour les jeunes qui nous regardent, mais aussi et surtout pour les parents ou les futurs parents qui nous regardent? Alors, un conseil pour les jeunes, du coup je m'adresse directement à toi. Je dirais que le plus important, c'est que tu sois acteur de tes apprentissages. Ne laisse personne dicter tes choix. Alors c'est pas facile de peser le pour et le contre. Essaye de te dire que c'est pour ton bien. Quand tes parents te disent de faire quelque chose, même si ça t'ennuie, trouve de l'intérêt à le faire au fond de toi. Et puis pour les parents, j'ai envie de leur dire que c'est pas facile de devenir parent. J'ai envie de leur dire que ça demande énormément d'énergie, qu'il faut pas baisser les bras. Je rencontre beaucoup de parents qui me disent oh c'est trop dur, j'y arrive plus. Donc il faut pas baisser les bras. Et puis que il faut toujours apprendre à grandir avec son enfant. Être parent d'un enfant de 2 ans, c'est pas pareil que d'être parent d'un enfant adolescent. Et c'est pas pareil que d'être parent d'enfants de 20 ans. Donc il faut apprendre à grandir avec eux, leur donner du sens dans les règles qu'on impose, qu'on leur pose à la maison, parce que c'est pour leur bien. Mais par contre, il faut toujours essayer de les expliciter pour que les enfants comprennent à quoi ça sert une règle, que c'est pour les protéger. Et je dirais que l'éducation qu'ils vont mener tout au long de leur vie de parents ne doit jamais rompre le dialogue. Voilà. Parce que parfois avec les adolescents, c'est pas facile, peut-être des portes qui claquent, et toujours apaiser et essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours du dialogue.